Alors, je propose de commencer, avant de saluer l'auteur, Patrick, par nous mettre dans le bain, et je vais lire un premier extrait dans ce roman picaresque de déplacement, d'arrachement, d'exil, de voyage, de clochardisation aussi, où l'accès au livre n'est même pas pensable. Il y a, au moment de la remontée vers la fin, un très beau passage qui convient bien à la Fondation Martin Bodmer, bibliothèque et musée de l'écrit et du livre. Dans sa carrière de délinquant, Malik avait souvent fréquenté des planques, mais aucune ne ressemblait à celle-là. Tout y était pensé avec goût. Le choix des couleurs, le décor, l'atmosphère étaient de nature à permettre, même au plus tordu des gangsters, de se relaxer. Il s'y sentait à merveille. Il se demandait pourquoi il y avait ce piano, un objet improbable, dans une planque normale. Il s'en rapprocha et en caressa les touches blanches et noires et se replongea ainsi dans ses pensées de solitaire, alluma une cigarette, prit un livre dans la bibliothèque. Les ouvrages semblaient lui parler. Cette télépathie intime et mystérieuse qui le liait au livre se traduisait souvent par une attirance indomptée, presque charnelle, vers une œuvre perdue au milieu des rayonnages des bibliothèques et des librairies. Il se souvenait avoir passé de nombreuses heures à la bibliothèque. Malik avait deux occupations, la mécanique avec l'école et les livres de la bibliothèque municipale. Il se souvenait de la dame aux cheveux gris qui souriait le temps quand elle l'accueillait à la bibliothèque municipale d'Évry. Il s'était demandé si elle avait lu tous les livres qu'elle ne cessait de ranger et de trier à longueur de journée. Pour Malik, cette femme faisait partie des gens ordinaires qui font des métiers extraordinaires. Cette femme, Elisabeth, ne le jugeait pas comme l'avaient fait parfois tant de professeurs. Elle se contentait de lui sourire et parfois de lui demander « Alors aujourd'hui, un livre sur les voitures, une aventure du bout du monde, de la science-fiction ?» Et quand Malik saisissait un livre dans les rayonnages, elle disait à chaque fois « C'est un excellent choix ». C'est à ces sourires et à ces petites phrases qu'on permet aux plus jeunes d'avoir confiance en eux. Très vite, Malik avait été dans l'obligation d'apprendre à se débrouiller seul dans un univers difficile, pour ne pas dire hostile, et lorsqu'il entrait dans une bibliothèque, c'est comme s'il prenait l'avion pour marcher dans les pas de Paul-Émile Victor, pour naviguer avec le commandant Charcot, traverser l'Afrique ou la Chine, ou se retrouver sur les circuits avec les plus grands champions et des voitures à couper le souffle. Cette fois, ses mains attrapèrent Harlem Quartet de James Baldwin. Se demandant ce qu'un tel chef-d'œuvre faisait dans un tel endroit, il s'assit pour feuilleter les pages à la recherche d'une citation pouvant peut-être résumer sa propre histoire. Donc nous avons dans ce roman un rapport au livre. Évidemment, ça suscite de nombreuses questions, Patrick. Je vais peut-être commencer par te demander de te présenter un peu, de présenter ton parcours par rapport à cette activité qui est peut-être un peu inattendue de la part du très solennel consul de France à Genève. Voilà, il y a une tradition du corps de l'ambassade qui a donné de grands auteurs, mais enfin quand même on pourrait penser que ton parcours était plutôt dans les arcanes de l'administration, de la diplomatie et de ce monde-là. Alors, tu nous fais voyager en campant d'abord une Espagne rurale, tu nous fais voyager dans le monde des immigrés à Paris, que ce soit un héros marocain ou
un ancien paysan qui a dû quitter l'Espagne et qui va progressivement se clochardiser avant de connaître une sorte de rédemption. Est-ce que tu peux un peu nous dire par quel lien historique, par quelle histoire personnelle tu en es venu à avoir en gestation ce roman qui te tenait à cœur, puisque tu y as passé de très longues années. C'est quelque chose que tu portais, qui avait une sorte de nécessité intérieure et qui doit sûrement correspondre à quelque chose de profond pour toi. Merci beaucoup, Jacques, et merci à cette impressionnante institution de m'accueillir, moi qui ai mis un peu de noir sur du papier blanc. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, Jacques, j'y ai passé 24 ans à écrire ce papier. Ces papiers les uns après les autres, à reprendre régulièrement ce que j'avais écrit. En fait, mon histoire, c'est aussi l'histoire de l'immigration, des origines africaines par mon père, dont le grand-père était lui-même d'origine malienne, des origines russo-polonaises du côté de ma mère, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir lorsque toutes ces personnes qui ne parlent pas français débarquent en France et se trouvent confrontées dans un univers où la langue n'est pas connue. C'est un peu ce que va vivre d'ailleurs un des héros de cette aventure. Et donc je pense que voilà, je suis quelque part le fruit de cela, et le fait que je sois à un moment donné rentré dans la diplomatie, il y a quelques diplomates ici dans cette salle, et chacun pourrait raconter son histoire personnelle par rapport à cela, fait que voilà, il y a une forme de cosmopolitisme qui fourmille dans mon ADN. Et puis c'est aussi quelque chose où j'ai puisé la force, du courage des personnes qui m'ont précédé, que ce soit donc ces grands-parents qui ont combattu dans la résistance ou qui ont été déportés ou qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, que ce soit ce grand-père inconnu, soldat inconnu malien pendant la Première Guerre mondiale, qui disparaîtra au chemin des dames après avoir une relation avec ce qui fut mon arrière-grand-mère. Et tout cela fait qu'à un moment donné, voilà, c'est aussi ça qui me pousse à essayer d'être sur une ligne faite de bienveillance, de tolérance et de solidarité. Et puis, dans mes jeunes années d'étudiant, j'ai été étudiant à Reims, puis ensuite étudiant à Lille. Je me suis engagé auprès de prisonniers, en allant les visiter. Je me suis engagé auprès de personnes sans ressources, qui étaient à la limite de sombrer dans ce qu'on appelle la clochardisation. J'ai aidé aussi des prostituées. Et puis lorsque j'étais à Lille, à un moment donné, j'ai rejoint une association qui envoyait des gens en ville pour aller à la rencontre de ceux qui étaient les plus exclus de tous, c'est-à-dire des gens abandonnés de tout, sans aucun moyen de subsistance ou presque, la plupart en état de survie, comme notre ami Angel, son vrai nom, et qui à un moment donné ne savent plus qui ils sont. Parce qu'en fait, et c'est cette exclusion-là que j'ai voulu essayer de traiter dans ce livre. Et puis, j'ai peut-être quelques autres vies aussi. J'ai été un élu municipal, j'ai été maire, j'ai vu des choses qui, en tant qu'élu municipal, il y a un certain nombre d'élus ici aussi qui le savent, que nous sommes confrontés parfois à des problématiques sociales très très graves et qui exigent naturellement voilà, une écoute, et exigent aussi de pouvoir à un moment donné mettre en action un certain nombre de moyens pour aider. Et puis ma vie aussi de diplomate m'a amené à gérer un nombre incalculable de crises, que ce soit des évacuations de ressortissants, que ce soit des attentats, que ce soit des prises d'otages dans des pays lointains ou peut-être moins lointains.
Et là aussi, j'ai mis en place tout un processus de créativité, d'ouverture, d'humanisme qui, je crois, m'a rendu énormément service dans cette activité. Et donc, voilà, l'histoire des deux héros du livre, en quelque sorte, c'est cette réunion de tout cela. L'histoire qui peut nous arriver à tous et à toutes, qui à un moment donné, quelque chose se fracasse dans la vie de l'un ou de l'autre, et tout s'effondre petit à petit. Merci. Donc, je voudrais dire que c'est un monde très, très plein. On comprend mieux quand on comprend quand on apprend qu'il y a une gestation de 24 ans. Donc, ça va devenir un roman urbain, que ce soit dans la réalité de Évry, avec précisément le héros à propos duquel j'ai lu cet extrait, qui va entrer qui veut devenir pilote automobile, qui est surdoué dans la mécanique, mais qui va basculer dans le milieu glauque des transporteurs utilisés pour apporter d'un point A à un point B par des petites routes et en un temps record des bijoux volés ou de la drogue ou d'autres choses. Et d'autre part, à Paris, puis à Lille surtout, le parcours d'un déraciné espagnol, Pedro. Et donc, il y aura une convergence de ces deux parcours qui d'abord sont vécus en alternance. On suit tantôt la progression de l'un, tantôt celle de l'autre, et puis à Lille, il y aura une rencontre détonnante entre ces deux personnages, Malik d'origine marocaine et qui est un peu paumé à Évry et qui risque de se naufrager parce qu'il est pris par des mafias diverses, et d'autre part cet amoureux de la terre espagnol, arraché à sa terre par le contexte politique, par les poursuites policières, et qui doit déchanter de façon terrible lorsqu'il arrive en France et qu'il vit successivement des violences à Paris et puis à Lille. Alors, nous avons le genre du polar qui est en cause, nous avons des grandes violences urbaines, mais tout au début, nous avons de façon campée, de façon approfondie, on est plutôt dans un univers à la Steinbeck, qui campe les difficultés des agriculteurs. C'est une famille extrêmement touchante qui est totalement aliénée, qui n'a pas de possibilité de s'exprimer, alors que déjà que le climat, des orages très forts, etc., ont leur rudesse. Eh bien, l'intransigeance, la dureté, la déshumanisation du propriétaire fait que cette famille, surtout dans le climat politique de la guerre civile et du fascisme, est acculée à se détruire, à se disloquer, et le personnage principal devra précisément partir en France. Alors, c'est pour dire qu'on a un terroir espagnol qui occupe largement les 60 premières pages, et qui met en quelque sorte une clé, un diapason à toute cette histoire. C'est peut-être un genre originaire d'Espagne auquel je penserais le plus. Il va les rattacher à une tradition générique, c'est le genre picaresque. Dans le genre picaresque, le voyage n'est pas formateur, le voyage est celui précisément d'un perdu, d'un déraciné, de quelqu'un de pauvre qui n'a pas de perspective de progresser, mais dont le voyage est en quelque sorte voué à une succession de malheurs qui s'additionnent, qui s'accumulent, alors que le progrès ou la perspective d'arriver à une quelconque amélioration est absente. Et pendant très longtemps dans ce roman, on a cette atmosphère d'impossibilité de voir quelque solution que ce soit quand on est tombé tout en bas de l'échelle sociale. Alors, c'est assez étonnant comme tu as su nouer
à la fois le genre du roman social, j'allais dire, agraire, rural, campagnard, mais également une atmosphère alors beaucoup plus tonique du polar, où c'est l'intrigue qui compte, et où l'approfondissement des rapports affectifs au sein de la famille font l'objet de descriptions de traits beaucoup plus légers. Est-ce que tu as été conscient de ces différents registres d'écriture auxquels tu t'adaptais respectivement suivant les parties que tu traitais? Je remercie Jacques de cette description que pour moi, voilà, j'ai écrit ce livre, effectivement, maintenant qu'on le dit, effectivement, je me rends compte. Merci. Et de cette lumineuse démonstration, c'est exceptionnel. Moi, en fait, mon idée de départ, quand j'ai écrit cette histoire, c'est de reprendre également le témoignage réel de la vie d'un homme qui m'a raconté cette histoire. Alors effectivement, j'ai rajouté des choses, j'ai romancé, j'ai pas gardé tout ce qu'il m'a dit, j'en ai ajouté, j'en ai retranché. Et son vrai nom à Pedro, c'est Angel Vega. Comme je le dis à mon endroit, ça ne s'invente pas. Je rencontre ce monsieur complètement échoué sur un trottoir de Lille. Et donc, à un moment donné, il ne veut pas me parler. Et on insiste avec un autre collègue, ces volontaires de Médecins du Monde, qui étaient sur place. On était sur place avec lui, on a essayé de l'accompagner, essayé de faire en sorte de l'aider, il refusait. Puis jusqu'au jour où il a accepté. Et là, ça a libéré aussi quelque part la parole, et il m'a raconté les troubles que sa famille avait pu vivre pendant une période récente et qu'on oublie peut-être trop souvent. Je pense qu'il y a des historiens dans la salle qui pourront compléter. Le franquisme, et notamment la guerre civile espagnole, a apporté un lot considérable de misère dans les campagnes, car vous vous souvenez que la plupart des grands propriétaires terriens de l'époque avaient financé la campagne de Franco, donc chez les nationalistes. Et donc c'est ce qu'on a appelé les señoritos. Et les señoritos étaient propriétaires de la terre. Et ils étaient maîtres de la terre. Ils étaient maîtres des animaux. Ils étaient maîtres de chaque plant de blé. Ils étaient maîtres de chaque fermier. Ils étaient maîtres des récoltes. Ils étaient maîtres des stocks, des prix, des tarifs. Ils pouvaient du jour au lendemain décider de mettre à la porte n'importe quelle famille. Ils pouvaient même parfois décider le pire du pire, avec des droits qu'on n'imagine même pas et que j'ai même du mal à dire, vis-à-vis de la rapport homme-femme. Vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai essayé de décrire cette atmosphère, en essayant aussi d'aller mener des recherches plus approfondies sur un sujet que je ne connaissais pas. Et parce que Angel, quand il me racontait son histoire, ça attisait également la curiosité. Et puis, c'est vrai qu'après, il y a cette dimension sociale du constat de la misère. Qu'est-ce que c'est que la misère? Comment, je me pose la question dans le livre, comment vit-on quand on échoue pour la première fois dans la rue? Comment on passe sa première nuit? Comment on va aller chercher à manger? Comment on fait ses besoins? Voilà, toutes ces choses qui peuvent paraître faciles lorsqu'on est chez soi, dans nos résidences, dans nos maisons, nos appartements, ou même dans une tente de camping. Mais là, il n'y a rien. Comment dort-on? Sur le sol. Et là, j'aborde un autre aspect de la chose également, et je pense que là, on est dans le domaine social. Et puis, effectivement, il y a toujours cette dimension aussi de ce grand banditisme qui aborde avec Malik. Alors Malik, c'est un garçon que j'ai croisé, que j'ai inventé de A à Z, mais que j'en connais beaucoup des Malik, parce que j'ai été conseiller municipal à Évry, justement, et j'ai vécu dans le quartier où une partie de l'histoire se passe, où je décris ce quartier, avec beaucoup de critiques d'ailleurs. D'ailleurs, entre nous,
certains élus ensuite ont démoli ce quartier parce qu'ils ont considéré que ce quartier causait plus de problèmes qu'il ne créait de solutions. Mais en même temps, voilà, on s'aperçoit aussi que là, il y a un vrai besoin aussi, parce que l'exclusion, elle est là. Je me souviens avoir vécu dans ce quartier des scènes à la Pagnole. Il y avait à un moment donné, les gens ne pouvaient plus payer l'eau. Et donc, les propriétaires ont coupé l'eau de l'immeuble. Il y avait des gens qui se battaient dehors pour dire « je veux de l'eau, je veux de l'eau ». Et c'était un environnement de violence, un environnement qui permettait à peu de jeunes de s'en sortir. On a tous ces images en tête de groupes de jeunes agglutinés sur des paliers d'immeubles où personne n'ose entrer à part eux. Et là, il y a plusieurs phases de choses. Soit on sombre dans le grand banditisme, soit on sombre dans quelque chose d'encore plus radical. Et c'est la frontière entre les deux est extrêmement tenue. Et moi, ce que j'ai voulu essayer de démontrer aussi dans ce livre, c'est qu'on est tous acteurs de cela, et essayer de comprendre les phénomènes qui peuvent se passer dans ce genre de quartier. Qu'est-ce qui peut amener à un moment donné un jeune qui résiste au départ, hein, Malik, au départ, bon, il ne travaille pas très bien à l'école, mais en même temps il se passionne pour la lecture. J'en ai vu des comme ça. Et en même temps, son truc, c'est les voitures. Et donc, il va faire une carrière dans la mécanique, jusqu'au jour où son appétit le dépasse, et là, il fait les mauvaises fréquentations. Et donc là, on est en plus dans un domaine encore à la fois social, mais également policier, puisque, bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire, vous le découvrirez pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Mais l'idée, c'est voilà, jusqu'à la rencontre finale. Et je pense que, voilà, je voyais plus ça, Jacques, pour répondre à la question, comme le témoignage de notre temps, avec une histoire contemporaine, avec tout ce qui fait qu'à un moment donné, tout peut basculer. Que l'on soit paysan en Extremadura espagnol, que l'on soit un jeune dans une banlieue, quelle que soit Évry ou une autre, peu importe. Dans le roman que je suis en train d'écrire, je raconte aussi une histoire d'un jeune de banlieue, cette fois-ci, mais de Bagnolet, et qui s'en sort beaucoup mieux. Mais voilà, c'est véritablement vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de réflexions actuelles, sur justement tout ce qui concerne le plafond de verre, tout ce qui concerne l'exclusion dans l'urbanisme actuel de certaines de nos villes, et qu'est-ce qu'il faut envisager pour essayer de sortir de tout ça. Voilà. Oui, alors c'est absolument frappant l'approfondissement du tableau de la misère et de la tombée de bas en toujours plus bas dans les stades de la misère. Donc il y a d'une part la vie quotidienne, la vie concrète qui est déjà incroyablement difficile. On voit une hiérarchie de valeurs chez ces clochards, entre ceux qui veulent bien faire les poubelles pour ramasser des restes, d'autres qui mettent une dignité à plutôt faire la manche pour acheter des aliments qui, eux, seraient propres. Et puis ceux les plus malins, qui savent où dans les marchés ou dans les supermarchés il y a des fruits de rebut, des aliments de rebut qui ne sont pas des déchets, mais dont on peut tout à fait survivre. Alors cette obsession, éviter le froid et l'humidité la nuit, trouver un carton pour la nuit, trouver de quoi manger, vous empêche de caresser une nostalgie pour ce qui est un paradis perdu, la terre espagnole dans le cas de Pedro. Et alors que la vie est si dure, viennent s'ajouter ces ratonnades, ces périodes régulières qui sont d'une violence inouïe, hein, des skinheads qui ont comme sport favori ou comme programme politique d'aller rendre la vie impossible
à ceux qui ont déjà une vie impossible parce que, de façon contingente et accidentelle, ils sont tombés dans la misère. Donc c'est extrêmement poignant, cette saisie descriptive sous ses divers aspects. Et ce qui m'a le plus touché, c'est l'endurance qu'il faut pour vivre des abandons successifs. Quelqu'un qui est déjà un déraciné, qui n'a les membres de sa famille que dans son cœur ou dans son souvenir, tellement il est radicalement seul en France, eh bien, a des petites perspectives fugaces d'amitié qui tournent court. Que ce soit Samuel Lévy, le juif, mais qui tout à coup disparaît, que ce soit surtout l'ami avec qui on a presque une relation gémellaire, duel, Émile, mais qui, lors d'une de ses ratonnades, se fait carrément tuer, exploser la nuque et meurt, alors que c'était quelqu'un de remarquable, qui est typique d'un parcours de déchéance qui est représentatif de la dureté de notre monde moderne. C'était un excellent médecin qui fait une faute une fois sur une opération, il est écrasé par des procès, on lui retire de façon un peu hâtive et exagérée le droit d'exercer la médecine, il va faire un bien fou en Afrique, en exerçant en Afrique, mais il revient et choisit d'être le toubib des clochards et de vivre parmi les clochards. Et il forme une sorte de couple avec Pedro jusqu'au moment où cet attachement vole en éclats à cause d'une violence. Donc on est frappé dans ce roman de la radicale solitude. C'est quelque chose qui rejoint le Picaro, mais il y a quelque chose d'aggravé ici, c'est que dans la tradition picaresque espagnole, il y a un facteur peut-être qui aide à supporter la vie, c'est d'échanger des récits. On croise des gens, on fait des rencontres, et c'est là qu'il y a tout ce processus qui a été inventé par les Espagnols, des récits enchâssés. À l'occasion d'une rencontre, on dit « Toi qui tu es, raconte-moi ton parcours malheureux qui fait que tu en es arrivé là. » Et puis, le temps d'une soirée, il y a une communion avant que l'on se sépare de nouveau pour affronter d'autres difficultés et faire peut-être d'autres rencontres. Ici, on est muré dans une solitude dure, dans un monde vraiment sauvage. Évidemment, est à la mode le procès de ce terme d'ensauvagement de la société. Ici, on est vraiment dans un monde terriblement à la fois cruel et féroce pour ceux qui sont marginalisés par notre société. Et alors, par contraste, et c'est là que je voudrais te poser la question, il me semble que te tient particulièrement à cœur, en contraste avec cette fresque qui est dominante, tout à coup, de montrer le prix de petits plaisirs ténus et le prix d'une rencontre inespérée qui a au fond quand même lieu au moment où on n'y croit plus du tout. Alors les petits plaisirs ténus, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais il y a des pages admirables sur le prix du goût d'une tasse de café quand on n'en a plus l'habitude, l'incroyable expérience de reprendre un bain dans une baignoire quand ça fait peut-être des années qu'on n'a plus pu jouir de ce privilège, ou bien encore de parler avec quelqu'un qui vous écoute et dont on ne doit pas à chaque instant se méfier. Il me semble que tu as voulu réhabiliter aussi ce qu'il y a d'espérance dans des moments tout petits, mais qui prennent leur importance si on sait leur reconnaître cette importance, et qui vont, dans le cas de Malik et de Pedro, permettre de reconstruire une relation qui mènera ce coup-ci
à quelque chose de solide. Oui, effectivement, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que prendre un bain, prendre une douche, se laver les dents, aller aux toilettes, manger, ouvrir le frigo, tout ça c'est quelque chose qui n'existe plus par rapport à lorsqu'on n'a plus rien. Et lorsque, à un moment donné, et ça c'est la partie vraie de l'histoire, je finis par arriver à discuter avec cet homme qui n'avait quasiment plus de chaussettes, où elles étaient tellement déchirées, il avait un pantalon déchiré, il n'avait plus de pull, il n'avait plus de chaussures, elles étaient lacérées, il faisait un froid de canard à Lille, comme on peut parfois en avoir ici aussi, il était en plein hiver. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il ne peut pas rester comme ça, il va mourir. Alors ça pouvait être son choix, mais était-il encore en capacité de faire un choix? Et là, il y a une question profonde qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai le droit, moi, qui je suis pour avoir ce droit, de dire, je vais proposer à cet homme de le sortir de sa misère. Et pour moi, le sortir de sa misère, c'était le mettre au chaud. C'était l'entraîner de là où il était vers mon appartement. Et c'est ce que fait Malik vis-à-vis de Pedro dans le livre, c'est qu'à un moment donné, ils vont dans cet endroit un peu rêvé, avec un piano, avec des livres, etc. Et la première sensation que je décris dans cela, qui est une sensation déjà de force, c'est que la première sensation que ressent Pedro en rentrant, c'est la chaleur de l'appartement. Il n'avait pas senti ça depuis bien des années. À un moment donné, alors qu'il est encore dehors, Pedro imagine ce qu'il se passe dans les immeubles où il voit les lumières bleutées des télés allumées. C'est un des textes que j'ai écrit aussi, ça. Et il se pose des questions, il se met à rêver de s'envoler, faire des plaisirs, on va dire, humains, avec une femme. Et là, il se rend compte que d'un seul coup, même si ce désir existe, et on a tous des désirs, mais il s'aperçoit qu'il n'y arrivera jamais parce qu'il se regarde comme si c'était un miroir tout de suite. Il se regarde en disant, mais qui voudrait de moi? Je suis ça, je suis répulsif, qui voudrait de moi? Et donc, quand il rentre dans cet appartement et qu'il ressent cette chaleur, il y a une forme de détente déjà. Et ensuite, il y aura la scène du bain que tu as. Et ça, c'est une scène réelle aussi. Je l'ai aidé à se déshabiller, et puis après, ben, voilà, je l'ai laissé à son intimité. Il est allé se laver, et puis d'un seul coup, évidemment, est arrivé ce qui est arrivé. Il a glissé dans la baignoire. Il s'est un peu assommé, j'ai eu très peur. Et ensuite, il a accepté que je l'aide. Et pour moi, ce qui était magique, c'était que l'eau était noire au départ. Noire de suie, noire de crasse, noire de toute la pollution que cet homme avait été recouvert. Et au mesure que l'eau chaude coulait sur son corps, il fallait qu'il puisse m'autoriser à le toucher. Il était blessé de partout, des escarres, je vous passe les détails, enfin bref. Et donc à un moment donné, cette eau devient plus claire, jusqu'à être limpide. Et là, on est dans une autre phase. Et puis dans la vérité de l'histoire aussi, à un moment donné, je lui laisse le lit, et moi je dors par terre. Et ça aussi, pour lui, se retrouver dans un lit, ça, je le décris, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dans un des passages ici, que je feuilletais juste avant de revenir, je me dis parfois, mais c'est pas possible, tu n'as pas pu écrire ça. Enfin, non. Mais c'est quelque chose que je voudrais simplement, peut-être vous lire simplement un paragraphe, si je le retrouve très rapidement. C'est justement cette première sensation. Cette première sensation. Sans toi, toi avec un T. Comment vit-on ces premières nuits dans la rue d'une ville qu'on ne connaît pas? Le plus difficile est sans doute de trouver l'endroit où dormir. Dormir,
c'est presque impossible. Se reposer plutôt. Mais quel endroit choisir? Un quai de guerre, un abribus, un banc sur un parc. Dans un parc, un coin de trottoir, une bouche de chaleur, une dalle, sans matelas, sans drap, ni couverture, sans salle de bain pour se laver, sans rien d'autre que sa propre personne dans un environnement hostile et toujours angoissant. C'est sans doute la rançon de la misère. On ne dort pas la première nuit. On a peur et on crie la première nuit. On pleure à en avoir mal aux yeux, à en avoir mal à la tête. Tout explose. Plus aucun repère, plus aucune protection. On est nu dans la nuit, dans le froid de l'hiver, dans l'humidité ou la chaleur polluée et poisseuse d'une ville d'où sortent des fenêtres les lumières bleutées des télés allumées, arrosant de sottises, éloignant de la réalité la majorité des gens. C'est dur. La réalité est pourtant là. Pas besoin de série ou de reality show. Elle est là, juste en dessous, au rez-de-chaussée, à quelques mètres, sur le trottoir, dans la rue et les caniveaux. Elle a pour nom solitude, angoisse, terreur et cauchemar. Et à un moment donné, effectivement, on fait l'inverse. Et ça, c'est ce que je voulais décrire également. Oui, je suis ému parce que le passage que je voulais lire à la fin, c'était ce début du chapitre 22 aussi. Donc, c'est pour vous dire, il y a des pages très très fortes sur cette expérience de la misère. Nous sommes ici en 1976, 1976, et c'est une expérience de 20 ans de clochardisation qui va être retracée, alors que à la fin, à la fin du livre, il y a un petit épilogue où Patrick Lachaussée explique le making-of du livre et explique qu'on ne pourrait pas y croire, mais la personne dont il s'est inspiré a eu entre 20 et 24 ans de clochardisation réelle, alors que ça paraît presque uniquement supportable dans la fiction. Et c'est donc une expérience d'une cruauté extrême. C'est écrit de façon magnifique, mais il y a des épisodes encore, une fois, qui sont de grande violence. Ça pourrait être le climat noir d'un polar noir. Fait donc contraste ce que Patrick vient d'évoquer, tout à coup de tomber pour ce Pedro sur ce Malik qui partage son lit, qui partage son bain, qui partage... alors il y a un très bel épisode où il met un pull pour la première fois, alors qu'il avait le même t-shirt depuis 6 mois, pour le moins, etc. Alors, une question malicieuse que je vais te poser, je pense que tu diras non, mais un lecteur féru de culture biblique et chrétienne, comme je le suis un peu, voit un effort de sécularisation d'épisodes qu'il peut reconnaître, que ce soit le bon samaritain, que ce soit pour le bain la piscine de Bethshabée, que ce soit Saint Julien l'Hospitalier qui à la fin accueille le lépreux et prend tous les risques, parce qu'il y a quand même des risques quand tu dis que tu accueilles quelqu'un qui est couvert de pustules, de verrues, d'escarres, etc. Or, la sainteté chrétienne se gagne beaucoup à ne pas calculer et à donner sans compter. Et il y a des jeux très discrets et subtils dans ton texte où on dit, mais enfin, vous êtes un saint. Puis, ah non, c'est pas du tout la catégorie. Non, c'est... Alors, tu veux visiblement replacer sur un terrain de l'humain, retirer à des dimensions du religieux, des pulsions positives qui donnent matière à quand même rester optimiste dans la nature humaine. Mais tu ne voudrais pas que cela se réfère à je ne sais quel substrat religieux ou à une quelconque spiritualité. Est-ce que tu serais d'accord avec cette idée que tu laïcises des motifs qui par ailleurs
était souvent la prérogative du religieux. On voit l'expert quand même. Hein. Parce que c'est l'idée maîtresse du livre, en fait. C'est l'idée maîtresse du livre, c'est-à-dire que, en fait, il y a les trois religions, on va dire, musulmanes avec Malik. Samuel Lévy qui fait une apparition, mais en même temps, la partie sur laquelle on tourne sur Samuel Lévy est extrêmement importante. Et puis, il y a Pedro Angel déjà, rien que ce nom. Son vrai nom, c'est Angel. Pedro, qui est dans un environnement religieux, puisqu'on est dans une Espagne profonde. D'ailleurs, tout tourne autour de la religion dans les premières pages du livre, jusqu'au drame, jusqu'à la catastrophe, jusqu'à cette opposition aussi à un clergé, on va dire, dictatorial et fasciste. Et donc là, à un moment donné, la première scène, parmi les premières scènes, c'est que Pedro renonce à Dieu, alors qu'il a grandi dans cet enseignement. Dieu n'existe pas. Il n'existe pas parce que il n'aurait pas permis ce qui vient de se produire. Et donc il le rejette. Et puis Dieu réapparaît très vite. Dans l'image du prêtre dans le train, il croise le train, et là il y a un prêtre qui est là avec une Bible, et il la donne à Pedro. Et donc Pedro est surpris, il la rend au prêtre, et non, gardez-la. Donc il commence à la feuilleter. Et puis à la fin, il la rend au prêtre, parce que c'était la Bible du prêtre. Et là, le prêtre lui dit, non mon fils, je crois que vous en avez bien plus besoin que moi. Ce n'est qu'un message. Et c'est ponctué comme ça, tout au long du livre, je ne vais pas fourrer tout là. Mais en même temps, moi, ce que j'essaye de démontrer, c'est que, en même temps, il y a un message sous-jacent auquel j'ai pensé, je ne m'en suis pas rendu compte en écrivant vraiment, mais à force de le relire, etc., et en préparant aussi cette journée, cette soirée, je me suis dit, il y a la religion qui est sous-jacente. Et on nous oppose, toutes les communautés religieuses les unes les autres. Catholiques, protestants, juifs, musulmans, etc. Il y a des gens qui vont nous pousser vers la radicalité et l'horreur. On l'a encore vu récemment avec ce geste fou de ce monsieur avec sa serpe à côté de Charlie Hebdo, et dans cette période de procès, on ne peut que penser aux victimes et à ceux qui en ont été victimes, quelle que soit leur religion d'ailleurs, parce que toutes les religions sont victimes de ce genre de folie. Et donc à un moment donné, on peut parler du noir. Et justement, moi ce que je veux parler, c'est de lumineux. Et je pense que c'est aussi un message qui à un moment donné est sous-jacent dans ce texte, c'est qu'il ne faut jamais perdre confiance, il ne faut jamais perdre la volonté de faire bien, et que même lorsqu'on est dans le trou, bien la lumière, elle peut s'allumer à un moment donné. Et la lumière, ça peut s'appeler Malik, elle peut s'appeler le père Rigaud, elle peut s'appeler Émile, le docteur, à un moment donné, elle peut s'appeler la vendeuse de pain à la boulangerie qui l'accepte enfin, alors que la plupart des boulangers le mettent dehors dès qu'il rentre dans une boulangerie. Enfin, voilà, ça peut être le sourire d'un enfant qui lui donne une pièce, ça peut être le sourire d'un passant, enfin, ça peut être n'importe quoi, mais la lumière est là. Et donc, si ce livre peut permettre à un moment donné au lecteur de se dire, oui, j'ai vécu ceci, dans ma famille, j'ai vécu l'horreur, j'ai vécu, etc. Mais la lumière est là. Et ça, je remercie Jacques d'avoir pointé là-dessus, parce que quelque part, c'est aussi une laïcisation des religions, mais en même temps, c'est aussi le respect des religions. C'est qu'à un moment donné, on questionne la religion. Dieu, tu n'existes pas. Et à un moment donné, d'ailleurs, dans le livre, on parle aussi du diable, qui ne peut pas exister, parce qu'on vendrait bien son âme au diable à un moment donné, mais on parle au diable, mais le diable ne répond pas. Donc si le diable ne répond pas, c'est que Dieu n'existe pas. Et donc, voilà. Et là, on inverse le processus à partir de ce moment-là dans le livre. Et là, on éclaire à nouveau le lecteur, on éclaire sans doute aussi Pedro. Et c'est peut-être aussi, quelque part, la question
fondamentale à laquelle je n'ai même pas la réponse moi-même, parce qu'il faudrait lui poser la question. S'il a vécu pendant 24 ans dans cette situation-là, est-ce que justement il n'a jamais perdu la foi complète? Il n'est jamais sombré dans la folie. Il aurait pu sombrer dans l'excès d'alcool, se jeter sous un pont, sous un métro, etc. etc. Il ne l'a pas fait. Il a continué à vivre, sans doute dans ce dénuement le plus total. Et je pense que peut-être que c'est parce que justement, il a eu, à un moment donné, cette foi qui lui a permis de le faire. Alors, pour continuer et donner aussi un mot d'explication concernant le titre, Revoir Fatima, on peut dire que le sacrifice ultime, parce que donner tout ce qu'on a, sa chaleur, sa baignoire, la nourriture, des habits, etc., tout ça, c'est énuméré dans les actions de miséricorde, etc. Il y a des choses hors normes qui se passent. Par exemple, à la fin de La condition humaine de Malraux, on est deux dans une prison, un seul a une capsule de cyanure, et le sacrifice ultime, c'est d'offrir sa capsule de cyanure à son copain, en sachant que soi-même on va vivre des choses épouvantables. Ici, il y a quelque chose de très beau, ça apparaît très tard, hein, page 321, Revoir Fatima. Je ne vous raconterai pas si ça finit bien ou pas bien, parce qu'il faut lire le livre. Par contre, ce qui se passe dans Revoir Fatima, c'est que c'est Pedro, celui qui est rédempté grâce au secours de ce gangster pris à mi-course, qui est Malik, eh bien, ils commencent à se parler, à s'ouvrir comme des huîtres, alors qu'ils étaient habitués à être mutiques, taiseux. C'est un roman taiseux, mutique, silencieux, pendant des centaines de pages, et tout à coup, il y a une ouverture, une confiance en l'autre, et on se parle. Et on se parle également de ce qui serait la source d'un bonheur. Et pour Pedro, ce serait retourner sur la terre perdue de la campagne, pas très loin de Cáceres en Espagne, de retrouver la ferme, de retrouver le lieu, la pierre tombale improvisée où l'on a laissé sa femme et son fils, et surtout de savoir ce qu'est devenue Fatima, sa fille, qu'on a dû abandonner. Et la beauté du témoignage d'amitié de Malik, ce sera de mettre sous le boisseau sa propre quête, alors qu'il a plus de moyens que son copain, eh bien, lui, de construire son bonheur, qui serait également un but accessible désormais, puisqu'ils s'en sortent un tout petit peu ensemble, va complètement se sacrifier à la recherche du bonheur de l'ami. Et Revoir Fatima, donc on a un roman avec deux personnages, eh bien les deux vont se concentrer pour atteindre ce premier but, mais ce qui implique un formidable geste d'amitié superlatif, hein, c'est vraiment de la part de Malik de se mettre au service, d'accéder au but qui donnerait le bonheur essentiel à son copain qui vient de connaître 20 ans de conditions désespérées, sans aucune perspective d'amélioration, jour après jour, 20 ans de clochardisation extrême. Donc ce sacrifice pour l'autre fait en quelque sorte contraste avec toutes les relations humaines vécues dans la période qui précède, et c'est vraiment un acte d'une très très grande puissance. C'est pour ça peut-être que tu as retenu ce titre. Oui, c'est... En fait, je ne sais pas quand est-ce que j'ai trouvé le titre, parce que l'écriture de ce livre, il est quasiment aussi long que la galère de notre ami Pedro. Donc, mais bon, en même temps, voilà, c'est pas une galère d'écrire, hein, mais en même temps, et Revoir Fatima, il y a eu plusieurs titres, voilà. Alors c'était simplement Pedro, Angel, enfin il y a eu plusieurs titres.
l'Odyssée dans le gel, etc. Et puis c'est quand j'ai commencé à véritablement retravailler, il y a 2 ans et demi, l'écriture, où j'ai repris tout, j'ai tout remis sur le travail. Et là, je me suis dit, c'est à peu près quand je suis arrivé à la fin de ces pages-là, ce que tu cites, Jacques, la page 300, quelques-unes, que j'ai dit, c'est ça le titre, c'est Revoir Fatima. Quel est le sens de ce message? Quelque part, c'est l'odyssée d'un homme, au sens helléniste du terme, où à un moment donné, il part, même si dans la véritable histoire de l'Odyssée, c'est pas la même raison, mais en tout cas, il y a quelque part quelque chose qui fait qu'il part sur la route, et après, il est dans l'incapacité de rentrer chez lui. Et il va vivre une succession d'épreuves, les unes derrière les autres, jusqu'à ce qu'enfin, il rencontre quelqu'un qui lui-même était sur une voie déviante, extrêmement dangereuse. C'est quand même quelqu'un qui tue des gens, qui trafique de la drogue, qui est un malfrat, mais un malfrat, je peux le dire quand même, avec une certaine vision des valeurs. Et sans doute en fait, cette collision entre ces deux personnages intervient à un moment précis où Pedro est arrivé quasiment au bout du voyage. Il est dans un état pas possible, en plus il vient de se faire agresser encore par des skinheads, etc. Bref, c'est la fin. C'est la fin de l'histoire. On a très bien pu retrouver son corps quelques jours après, éteint par le froid de l'hiver ou par les coups de ces bandits, encore pire. Et puis également, quand on regarde l'itinéraire de Malik, là aussi il arrive à une stade ultime. Il a fait ce qu'il devait faire, il a trafiqué, il a tué des gens parce qu'il fallait qu'ils se défendent, il a enlevé des vies, et là il y a ce questionnement existentiel, mais j'enlève des vies, mais à quoi ça sert, pourquoi j'ai fait ça, etc. Et à ce moment-là, peut-être pour expier justement tout ce qu'il a fait, il va aider Pedro. Et c'est là que se dessine une confiance réciproque, un dialogue, alors que l'un ou l'autre sont plutôt des brutes épaisses, comme tu le dis. Voilà, on ne parle pas, on ne dit rien, on ne se plaint pas, on avance, etc. Et là, il y a un moment donné où le dialogue se crée. Et c'est ce dialogue qui permet justement de déterminer la fin du livre. Alors, il y aurait, évidemment, c'est profus, il y aurait encore mille motifs à aborder. Je ne voudrais pas tomber dans l'anecdotique, mais ça m'aurait amusé de savoir comment Patrick est devenu expert dans les burites des Austin Martin et les gicleurs des Alpina. On a des cours de mécanique dans ce livre, mais pour en rester sur l'essentiel, donc j'aimerais donner encore un peu de substance et de chair à ce livre en lisant les 2 paragraphes qui suivent. C'est donc le chapitre 22, le début de l'expérience de Clochard à Lille. C'est la suite du passage qu'a lu Patrick tout à l'heure. 22 sur un livre qui en comporte 43. Je n'ai pas fait l'étude s'il y avait une arithmologie secrète qui était un principe directeur. Après quoi, je laisserai peut-être Patrick rebondir et avoir un propos conclusif, et puis nous vous donnerons la parole, savoir si vous avez des remarques, des questions à l'auteur. Très vite, l'instinct de survie se réveille, on s'organise. Il faut trouver ce je ne sais quoi qui évite de dormir à même le sol. Des cartons laissés à l'abandon au bas des immeubles où l'entrée des usines font l'affaire. Parfois, ce sont seulement quelques pages d'un journal abandonné par un lecteur pressé. Ce n'est pourtant pas épais un carton, ça l'est encore moins un journal, mais ça isole suffisamment du froid et de l'humidité pour essayer de s'endormir. Quand les yeux se ferment, emportés par la fatigue, la peur et l'angoisse les font se rouvrir. On se rend compte alors qu'on ne peut
et qu'on ne pourra jamais s'endormir profondément. Dormir profondément, ce serait bien, mais ce serait se livrer au danger permanent de la rue, ce serait enlever toutes les protections, aussi futiles et illusoires soient-elles, et laisser le destin jouer au dé avec ce qui reste encore de son existence. Combien sont ceux qui se sont fait agresser pendant leur sommeil? Combien sont-elles ces victimes anonymes, ces soldats inconnus, tombés au champ d'honneur de la misère et pour lesquels aucun monument ne sera jamais érigé? La misère, beaucoup ne veulent pas l'approcher, la regarder en face, la toucher. La misère, c'est comme une maladie honteuse qu'on ne veut surtout pas attraper. La misère ne mène qu'à l'abandon et à la mort. La vie aussi, diront certains, mais la misère ne prend pas le même chemin. Mais coûte que coûte, et même la vie, il faut dormir, il faut soulager sa fatigue, car sinon c'est elle qui devient assassine. En fin de journée, les pieds font mal. La seule envie qu'on ait, c'est d'enlever ces maudites chaussures, c'est laisser enfin ses pieds respirer. Ça fait terriblement mal d'extraire ces pieds meurtris et enflés de ces souliers trop serrés. Alors quand on a enfin réussi à les ôter, on les jette par colère pour les repousser le plus loin possible. Ils puent, leur odeur est insupportable, elle rappelle la crasse. Cette crasse rappelle l'errance. L'errance rappelle l'échec. L'échec rappelle la fuite ou l'abandon. Leur odeur rappelle celle des carcasses de moutons morts depuis plusieurs jours dans la montagne, cadavres en décomposition, à moitié bouffés par les vautours qu'il fallait ramasser pour ne pas souiller les pâturages. On vomit sa bile comme on vomit le passé ou sa condition, son présent et ses émotions. L'avenir n'a plus d'importance car il n'y a plus d'espoir et qu'une vie sans espoir n'est que cauchemar. Finalement, exister, n'est-ce pas survivre à des choix injustes? Et puis, mort de fatigue, on se couche dans ses vêtements sales et puants, tout autant que les chaussures. Ça fait des lustres qu'on ne sait pas laver, les pieds, les puces, les poux, et tout un tas d'autres bestioles, une myriade de miasmes trottent sur le champ de ruines qu'est devenu son corps. On sent la pisse et les excréments accumulés au fond du slip, en autant de strates immondes dont l'épaisseur pourrait servir à mesurer le temps passé ainsi. Et finalement, le temps des clochards n'est pas le temps du commun des mortels qui ne cesse de courir après une vie qui leur échappe. Le temps des clochards semble quant à lui toujours s'écouler lentement. On aimerait que les horloges s'affolent et accélèrent, mais elles ont toujours le même rythme, le rythme d'une valse lente, d'une mazurka langoureuse, d'un flamenco triste, d'où naît une sorte de duende tout en accord mineur, émouvant et resplendissant. Voilà l'un de ces passages qui affrontent la description de la misère et qui sont l'une des dimensions directrices de l'engagement de ce livre engagé. Merci beaucoup, Jacques. C'est drôle parce que tout à l'heure, avant de venir, j'avais le trac, je l'ai toujours. Parce que être dans cette institution absolument exceptionnelle, c'est pour moi exceptionnel. Et que vous soyez là, je connais beaucoup de visages, certains que je ne connais pas, mais en tout cas, je suis extrêmement ému, parce que tout à l'heure, avant que mon ami Brice arrive, j'ai fait comme ça. Et je suis tombé sur le chapitre 22. Je pourrais vous lire le chapitre 23 qui est du même ordre, mais je vous le laisse le relire ou le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Pour conclure, si c'est l'heure, d'une part remercier Jacques, remercier Nicolas, remercier chacun d'entre vous. Et je pense que ce livre, s'il a un objectif, quelque chose qui soit inspirant pour un certain nombre de lecteurs, bien ce serait justement que ceux qui me connaissent le savent déjà, je l'ai déjà dit, c'est de travailler toujours à la bienveillance.
c'est de faire en sorte que on soit tous, les unes, les uns, les autres, on est tous les mêmes. Et qu'on se respecte les uns les autres, qu'on se respecte soi, c'est pas toujours évident. On a parfois une confiance en soi en berne. On a pu avoir subi dans le passé des violences. On a pu être confronté à des difficultés qui nous amènent à douter de nos capacités, de ce qu'on est. Cette histoire, justement, c'est de montrer que, et surtout qu'en plus, c'est une histoire vraie, pas l'histoire de Malik et tout ça, mais une histoire vraie, c'est que on peut arriver à se sortir du pire dans l'existence. Je vous remercie.